Donc, je vais vous parler d'accessibilité numérique. J'ai fait une présentation assez basique et générale, vu le temps dont je dispose, pour vous présenter d'abord les bases et ensuite les outils et méthodologies que l'on peut employer. Alors, moi, je m'appelle Jean-Pierre Villain, je fais de l'accessibilité depuis 17 ans maintenant et je travaille dans une société qui s'appelle Access 42, qui est spécialisée en accessibilité numérique. Alors, accessibilité, les bases, je vais vous parler des utilisateurs, je vais vous parler des contextes d'utilisation sur le web, des technologies d'assistance, ainsi que de manière très globale, ce que peut représenter l'accessibilité numérique pour un site ou des applications web. Donc, les utilisateurs, on va travailler pour des utilisateurs handicapés. On estime qu'il y a entre 8 et 10 millions de personnes handicapées en France, une certaine partie reconnue, d'autres non reconnues. Je vous ai mis sur ce slide les différents types de handicap. On va donc avoir des handicaps moteurs, donc ce qui est un de nos très gros problèmes sur le web, ce sont les gens qui ne peuvent pas utiliser de souris parce qu'ils vont être obligés d'utiliser d'autres choses. On va avoir des handicaps auditifs, donc sourds et malentendants, ça c'est relativement bien compris, enfin c'est un handicap relativement connu. Des handicaps visuels, aveugles, malvoyants, déficients visuels. Des handicaps mentaux, donc des utilisateurs qui ont des problèmes de compréhension par exemple. Handicap cognitif, il s'agit, pour vous donner l'exemple le plus connu, sont ce qu'on appelle la dyslexie, donc des gens qui vont avoir des problèmes de lecture, mais on a beaucoup d'autres types de handicap cognitifs. On a des gens qui font de la dyscalculie, donc qui ne sont pas capables de calculer ou d'enchaîner des actions, de la dysorthographie, enfin, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de troubles 10 qui font partie dans très grande majorité de handicaps dits invisibles, parce que visuellement ou au contact, rien ne permet de les détecter. Des polyhandicapés, ce sont des gens qui vont cumuler un handicap moteur, un handicap mental ou cognitif. Et enfin, des troubles de santé invalidants qui font là aussi partie des handicaps, on va dire, provisoires, par exemple la sclérose en plaques, qui passent par des périodes de rémission, des périodes qu'ils appellent de poussée, de crise. En période de rémission, la personne est tout à fait capable de faire tout ce qu'elle veut. En période de crise, elle peut absolument plus rien faire du tout. Pour autant, ces types de handicaps n'ont pas d'impact forcément direct dans un contexte d'utilisation ou de consultation d'une application web. Par exemple, un handicapé moteur en fauteuil roulant, s'il a la pleine possession de ses membres supérieurs, n'est absolument pas handicapé sur la consultation d'un site web ou d'une application. C'est la raison pour laquelle l'accessibilité numérique s'intéresse, enfin en tout cas agit essentiellement sur le contexte d'utilisation, un contexte qu'on appelle la situation de handicap. Donc vous avez ici une définition. Donc on a une situation de handicap quand on a un défaut d'adaptation d'un contenu, d'une fonctionnalité ou d'une application qui génère une impossibilité. Donc le contenu, l'application devient inaccessible à un utilisateur du fait d'une déficience. Je vous redonne un exemple. Notre handicapé moteur qui a la pleine possession de ses membres supérieurs n'est pas handicapé. En revanche, un tétraplégique qui est aussi un handicapé moteur qui ne peut pas bouger va être particulièrement handicapé si le site web ou l'application ne contient pas les dispositifs nécessaires pour interagir avec le matériel qu'il va devoir utiliser. On estime qu'on a à peu près entre 15 et 20 millions de personnes, donc c'est toujours un chiffre énorme. Donc je vais le détailler un petit peu. On a entre 15 et 20 millions de personnes qui vont être dans une situation de handicap ou, comme le dit la littérature, qui peuvent bénéficier à un titre ou à un autre des dispositifs que l'on va mettre en place au titre de l'accessibilité numérique. Alors pourquoi de 15 à 20 millions de personnes? Parce qu'on va rentrer dans ces utilisateurs une catégorie très particulière qui s'appelle les seniors, donc des gens qui ont un âge relativement avancé, qui n'ont absolument pas de handicap, mais qui ont des toutes petites déficiences. Ils voient un petit peu moins, ils se fatiguent un peu plus vite, ils ont du mal à mémoriser, ils ont une appréhension vis-à-vis de la technologie, etc., etc. Quand ils vont cliquer sur un bouton OK, ils ont l'impression qu'ils vont faire péter le PC. Donc c'est un problème. Et bien qu'ils ne soient pas handicapés, le cumul de ces petites déficiences crée une situation de handicap qui est quelquefois
encore plus importante que quelqu'un qui est handicapé. Sur ce qu'on est capable de mesurer, ça représente en moyenne 15% de l'audience, ou en tout cas des utilisateurs d'un site ou d'une application. On sait que 15% des utilisateurs d'un site ou d'une application sont susceptibles de se retrouver dans un blocage complet, c'est-à-dire de ne pas pouvoir accomplir une tâche du fait de défauts d'accessibilité. Alors, quelques exemples de besoins spécifiques. On va avoir des utilisateurs qui ne peuvent utiliser que le clavier, donc navigation exclusive au clavier. À l'inverse, on a d'autres utilisateurs qui ne peuvent utiliser que la souris ou des choses qui s'assimilent à une souris, comme des trackballs, des joysticks ou des choses comme ça. On va devoir avoir besoin de décrire les éléments ou de donner des équivalents textuels aux éléments visuels ou sonores. Donc pour évidemment aveugles, déficients visuels, sourds et malentendants. On va avoir un très gros besoin de pouvoir faire en sorte que l'utilisateur puisse maîtriser sa consultation, maîtriser son utilisation et particulièrement l'adapter à son rythme. On a un critère dans l'accessibilité très célèbre qui nous dit que on ne doit pas donner de limite de temps à une tâche, sauf dans certaines circonstances. Mais qu'on ne doit pas donner parce que simplement un handicapé moteur en curseur supervisé, par exemple, qui va le piloter avec les yeux, ou comme je vous le montrerai un petit peu après par la pensée, va avoir des temps de travail beaucoup plus longs. Donc si on a prévu qu'on donnait à l'utilisateur 2 minutes pour faire une tâche, il lui faudra peut-être à lui 20 minutes, 1 heure, etc. Et puis on va avoir tout un tas d'utilisateurs, c'est assez spécifique aux dyslexiques, etc., aux déficients visuels, qui vont avoir besoin d'adapter les contenus à leur capacité. Par exemple, de pouvoir choisir la couleur des polices et des fonds, de pouvoir linéariser la page, c'est-à-dire exprimer l'application sur une seule colonne avec des éléments séquentiels les uns en dessous des autres, ce qu'on appelle le reflow, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un exemple de besoin spécifiques face auxquels on va devoir répondre. Alors, ces utilisateurs vont utiliser tout un tas de ce qu'on appelle les technologies d'assistance. Il y en a plusieurs centaines, en fait. Je vous en ai mis ici quelques-unes que je vais décrire brièvement. En regardant l'image, en partant du coin supérieur gauche, on a un premier device qui est une tablette braille. Donc une tablette braille, c'est pour les aveugles braillistes. Donc ils vont parcourir l'écran ligne par ligne et la tablette est constituée d'un certain nombre de petites matrices de caractères braille. Donc le caractère braille, c'est une matrice de 6 picots qui montent et qui descendent pour dessiner, ou en tout cas donner le code des lettres, et ils le parcourent avec le doigt. Et une fois qu'ils ont fini, etc. Les tablettes braille sont également ont des interfaces d'interaction. Ils peuvent éditer, éditer ce qu'ils sont en train de lire. L'image d'après, c'est ce qu'on appelle des claviers. Donc des claviers, je pense qu'il y en a plus d'une centaine différentes. Donc il y a des claviers de toutes sortes. Là, vous avez un clavier ergonomique, très ergonomique pour des gens qui vont avoir des problèmes de préhension ou d'utilisation des mains. Vous avez ce qu'on appelle des claviers monomanuels, donc ce sont des claviers qui sont faits spécifiquement pour être utilisés avec une seule main, et généralement avec un seul mouvement. Voilà, vous pouvez avoir aussi des claviers à pied, pour les gens qui n'ont pas de bras, donc ils ont des grands claviers sur lesquels ils tapent avec les pieds. Ensuite, vous avez sur la dernière image quelque chose de très 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 rudimentaire, mais qui est très utilisé, ce qu'on appelle le stick. Là, ici, vous avez un head stick. Donc ça, c'est souvent pour les tétraplégiques, quand ils peuvent encore bouger la tête. Donc ils ont une baguette et ils vont taper sur le clavier. Donc leur moyen d'interaction ne nécessite ils ne peuvent utiliser qu'une touche à la fois. Donc ils vont utiliser des dispositifs logiciels complémentaires, mais globalement, ils ne peuvent utiliser qu'une touche à la fois. Vous avez ensuite sur la deuxième ligne, la première image, c'est un dispositif de contrôle visuel. Donc on va piloter le curseur avec les yeux, avec des petites diodes infrarouges.
Vous avez toute la catégorie des lecteurs d'écran, donc on en a entendu parler tout à l'heure, qui est la technologie d'assistance la plus connue mais la moins nombreuse en fait en réalité. C'est donc un dispositif logiciel qui va permettre de retranscrire vocalement tout ce qui se passe à l'écran, y compris les interactions. C'est pas que les contenus, c'est également les interactions, etc. Des claviers, de claviers visuels, donc ça, toutes ces technologies-là donnent souvent après des choses que nous utilisons, hein. Si vous utilisez des claviers tactiles, c'est parce qu'on avait des gens qui ne pouvaient pas utiliser des claviers normaux, donc on leur a inventé des claviers visuels, et puis voilà, c'est venu dans le domaine commun. Ça va être utilisé par des gens soit en interaction vocale, donc les touches vont s'allumer les unes après les autres, et puis on va les voilà, soit en interaction vocale pour dire, soit par l'intermédiaire de dispositifs comme un joystick ou des choses comme ça, quoi. Ensuite, vous avez un peu plus spectaculaire ce qu'on appelle un contacteur à souffle. Donc là, on est face à un utilisateur qui ne peut que souffler. Ça rentre dans toute la catégorie des interactions qu'on appelle à curseur supervisé. Donc c'est très simple à comprendre. On balade le focus sur tous les éléments interactifs de la page et on récupère une interaction de l'utilisateur. Là, en l'occurrence, c'est le souffle. Donc il voit celui se balader son focus. Quand il veut l'arrêter, ben, il souffle, il fait. Quand il veut l'actionner, il fait. Ou bien il attend 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, c'est temporisé et ça actionne l'élément sur lequel il est, à la condition que l'élément soit un élément interactif. Ensuite, on a, là aussi c'est pareil, une très grande famille de matériel. Ici c'est un trackball, donc ça ressemble à un jouet pour enfants, mais en réalité c'est fait pour les gens qui ont des problèmes moteurs importants. Donc c'est assez gros en fait, hein. C'est un truc qui fait pas loin de 15 cm de diamètre. Donc c'est assez gros, voilà, pour des gens qui ont des problèmes moteurs. Et donc on a plusieurs boutons qui permettent de manipuler le curseur, etc., etc. Et enfin, encore plus spectaculaire, on a des dispositifs qui permettent de piloter le curseur par la pensée. Donc c'est aussi du curseur supervisé, ça marche exactement comme le contacteur à souffle. On allume les éléments interactifs les uns après les autres. On a derrière un logiciel en machine learning qui s'appelle BrainGate. L'utilisateur apprend à la machine à reconnaître une action. Quand c'est possible, c'est la main qui se serre. Et donc les éléments, les liens par exemple, voilà, hop, un lien prend le focus, il serre la main, pouf, ça déclenche le lien. Et donc ces utilisateurs-là vont utiliser d'autres dispositifs comme un clavier visuel où là c'est pareil, les touches vont s'activer les unes après les autres et pour écrire, il fait un geste. Tous ces dispositifs-là, ici vous n'en avez que quelques-uns, c'est une immense famille. Vous cherchez technologie d'assistance un soir, vous n'avez rien à faire sur Google, vous allez y passer plusieurs heures. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Ce sont des trucs qui sont très souvent faits à la pièce. Je ne sais pas si vous connaissez Stephen Hawking. Donc Stephen Hawking, il a une maladie dégénérative à évolution très lente. Donc il a changé de méthode d'interaction au fur et à mesure. À l'heure actuelle, il est avec un petit micro sur la commissure de la lèvre. C'est là ce qui lui convient le plus. Et donc il est en curseur supervisé. Et pour écrire, il fait comme ça. Okay. Dès que le micro détecte un son, pouf, ça déclenche. Vous avez sur le site d'Access 42 des ressources, donc des vidéos. Voilà, vous découvrirez comment on parvient à faire piloter un bras un bras robotisé à quelqu'un tétraplégique qui lui permet de se servir un verre d'eau, en l'occurrence boire du café. Vous verrez comment on rend la vue à quelqu'un qui a perdu la vue en lui mettant un écran miniaturisé sur la langue. Pouf, il voit, etc. etc. Okay. L'idée derrière tout ça, c'est de dire que du point de vue des technologies, on a tout inventé. Il n'y a plus rien à inventer en réalité, il n'y a qu'à améliorer sans arrêt ces technologies. Et que ça coûte très cher, c'est des investissements fabuleux et énormes, et c'est très cher. Et que partiellement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tous ces gens-là, tous ces utilisateurs-là, ils arrivent sur le web, ils ont tout ce qu'il faut pour interagir, et nous, parce que je suis un ancien développeur, donc je me mets dans le même paquet, et nous développons des trucs qui ne sont pas du tout accessibles, donc leur technologie d'assistance ne fonctionne pas.
Ok. Alors, la méthode de résolution de ces problèmes-là s'appelle l'accessibilité numérique. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que c'est que l'accessibilité numérique. Ouais. Non, ça ne fonctionne pas. Si tu fais par exemple un div, pour faire un bouton, tu prends un div et tu mets un event click via JavaScript dessus. Les dispositifs qui déplacent le focus n'iront jamais sur ton bouton. Un div ne peut pas prendre le focus. Donc j'aurais pu dépenser des centaines de milliers d'euros pour faire un micro qui, là, si tu m'interdis de prendre le focus sur ton élément, il ne pourra jamais se déclencher. C'est tout ce genre de problème qu'on a dans les techniques de développement, dans les technologies de développement, dans les langages que l'on va utiliser, etc. Et en fait, l'accessibilité numérique est quelque chose de très... comment dire ça, c'est à la fois très trivial, c'est un niveau de technicité proche du zéro, parce que ça se résout très souvent à de la bonne pratique. Voilà. Ouais. Oui, mais à la condition que si tu me fais un clavier, tu fais avec JavaScript, tu fais une calculette en HTML avec que des divs et des clics sur des divs, il pourra faire ce qu'il veut, le gars. Ça marchera pas parce que je pourrais pas prendre le focus dessus. Voilà. Donc, l'accessibilité numérique se réduit à un certain nombre, là j'ai mis les 5 principaux domaines sur lesquels on va aborder, après on rentrera un petit peu plus dans le détail. Donc, donner des équivalents textuels aux images, au son et à la couleur. Donc, par exemple, parce que quand je donne une indication donnée par la couleur, si j'ai un utilisateur qui ne voit pas la couleur, il n'a pas l'indication. Structurer les contenus, on est des djihadistes de la structuration des contenus, on veut des titres, on veut des listes, on veut des paragraphes, on veut des choses comme ça. Gérer la présentation par CSS, ça c'est un point qui est capital, même si maintenant ça commence à être généralisé. Parce qu'on a beaucoup de... On a beaucoup de dispositifs qui vont permettre de personnaliser les contenus. Je vous ai parlé du reflow, c'est-à-dire on va prendre directement ou indirectement via du CSS user, on va prendre des interfaces complexes, voire très complexes, et on va travailler, on va refaire les CSS pour les afficher sur une seule colonne. Par exemple, on a des déficients visuels qui ont des problèmes de perte de vision centrale ou périphérique. Donc quand on est en perte de vision centrale, on est obligé de regarder l'écran à 45 degrés. Et évidemment, se balader dans une seule direction est même beaucoup plus simple que de se balader sur un plan, enfin de ce genre de choses, quoi. Donc on va avec CSS faire ce genre de trucs, à la condition qu'évidemment que la présentation de l'application ne dépende que de CSS. Sinon ça devient plus compliqué. Permettre l'utilisation des dispositifs d'adaptation des contenus. Donc, prendre l'exemple le plus simple, on va interdire l'utilisation du pixel pour les tailles de police, tout simplement parce que les navigateurs peuvent agrandir uniquement les textes, les polices de caractères, sauf si on les exprime en pixels, par exemple. Voilà, et mettre à disposition des API système toutes les informations d'accessibilité, ça c'est un domaine très particulier qui va lourdement impacter dans les environnements CSS, où on va inventer et développer des composants dont on a besoin, des systèmes d'onglets, des fenêtres modales, des choses comme ça. Et comme ça ne fait pas partie d'éléments natifs du HTML, on va devoir nous-mêmes équiper et transmettre ces informations aux API système pour que les technologies d'assistance, par exemple le lecteur d'écran, puissent les récupérer et les vocaliser. Je vous ferai quelques petits exemples. Donc là, ça, c'est vraiment les principes de base. Là, vous les avez à peu près tous. Mes collègues qui verront la vidéo me corrigeront certainement s'il y en manque, mais vous avez à peu près tous sur les cinq gros thèmes sur lesquels on va travailler. Alors on va travailler comment et avec quoi? On va travailler essentiellement, je vous ai dit il y a quelques minutes que ça se résumait souvent à des bonnes pratiques. Moi j'aime pas tellement le terme bonne pratique, mais bon peu importe, des recommandations on va dire. Donc on va travailler essentiellement en appliquant des normes et leur traduction opérationnelle des référentiels.
La première norme ou référentiel qu'on va appliquer s'appelle WCAG, Web Content Accessibility Guideline. Donc c'est un document très très important qui contient les recommandations qui vont nous permettre de comprendre comment on fait pour rendre les contenus et les fonctionnalités accessibles. On est côté front, on est sur le code généré, c'est très important à comprendre. Et voilà, et donc on va vérifier qu'on a des alternatives aux images, qu'on a des titres, qu'on a des listes, que tout ce qu'on peut faire à la souris, on peut le faire au clavier et inversement, etc. etc., etc. WCAG, ça existe depuis 1998, donc ça date d'un certain temps. On en est à la troisième version, on va en 2018 inaugurer la troisième version qui s'appelle WCAG 2.1. C'est un document qui est très technique, très abstrait, puisqu'il doit fonctionner indépendamment des technologies, et donc très difficile à utiliser directement. C'est la raison pour laquelle tous les pays, ou en tout cas la plupart d'entre eux, à l'exception des pays anglo-saxons, développent leurs propres référentiels, qui sont des méthodes d'application destinées à rendre tout ça un peu plus digérable et opérationnel. En France, on a le RGA, référentiel général d'accessibilité pour les administrations, qui est issu d'un référentiel antérieur qui s'appelait AccessiWeb, qui prend ça en charge. Ce référentiel a traduit WCAG sur des trucs beaucoup plus opérationnels. Par exemple, dans WCAG, vous ne trouvez pas de thématique spécifique aux images. Une image dans WCAG, c'est un contenu non textuel. Et alors que dans RGA, on va trouver des images, des liens, des tableaux, de la structure, etc. Donc c'est des documents qui sont chargés de rendre ça opérationnel. Vous avez les liens sur lequel vous pouvez aller vous renseigner et visiter ce référentiel. Alors un exemple sur WCAG, la règle 1.1 dont je ne vais pas vous la détailler, vous l'avez à l'écran, vous la lirez attentivement, qui nous dit qu'il faut sur les contenus non textuels donner systématiquement, mais quand c'est nécessaire, des équivalents textuels. Et ça c'est la règle et c'est le critère. Des contenus non textuels, on sait ce que c'est, on connaît les images, on va se dire ouais, une vidéo est un contenu non textuel, etc. etc. C'est beaucoup plus difficile à comprendre quand on va parler d'indications données par la couleur. Par exemple, le fait de dire sur un formulaire que les champs en rouge sont obligatoires, on donne une information par la couleur, c'est un contenu non textuel. Il nous faudra un équivalent textuel. Le fait de mettre un iframe, je ne sais pas si vous connaissez la balise iframe qui permet d'embarquer du contenu, l'iframe lui-même est un contenu non textuel. Il va donc falloir trouver un équivalent textuel, etc. etc. Le problème de WCAG, c'est ça. On a un critère, derrière cette règle et ce critère, on a plus de 60 techniques et on a plus d'une vingtaine d'objets HTML qui sont concernés. Le travail qui a été fait sur le référentiel RGA est très simple, on a travaillé sur WCAG et on a rendu ça très opérationnel. Donc cette première règle WCAG dans RGA se traduit par 19 critères différents qui impactent 19 situations différentes. On va avoir des critères sur les images, sur les formulaires, sur les liens, etc., etc. Chaque fois qu'on a un contenu non textuel dans un lien, c'est un lien image. J'ai une image, je fais un lien dessus, ça devient un contenu non textuel, il me faut un équivalent textuel. Et donc en exemple, ça nous fait deux critères. Là j'ai isolé deux critères. Chaque image a-t-elle une alternative textuelle, donc voilà, typiquement, ou bien chaque cadre en ligne a-t-il un titre de cadre. Donc on passe de quelque chose de très abstrait, très technique, difficile à comprendre et à appréhender, à quelque chose qu'on espère beaucoup plus opérationnel. Donc ça c'est WCAG. WCAG c'est pour les contenus. Ensuite, on va avoir ATAG. Donc ATAG, c'est pour les outils d'édition. Là, c'est un domaine très particulier, donc les CMS ont les deux pieds dedans, si j'ose dire, si je peux me permettre cette expression. Ce sont donc les recommandations qui vont nous permettre de comprendre comment on fait pour que des outils d'édition, alors ça peut être des CPS, ça peut être des CMS, ça peut être des logiciels, ça peut être des routines de transcodage, de transformation de format, comment on fait pour que ces outils-là produisent du contenu accessible, premier point, et deuxième point, permettent aux contributeurs non techniciens de produire du contenu accessible. Okay, donc ça c'est ATAG. ATAG est encore en version de travail. C'est quelque chose de très 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 compliqué parce que c'est extrêmement abstrait. Je vais vous donner un exemple après, vous allez vous en rendre compte. On a travaillé sur RGA pour faire un référentiel qui s'appelle RGA CMS. Donc on a pris ATAG et on l'a appliqué à un contexte exclusif de CMS. CMS pas framework, donc CMS plutôt type WordPress ou etc. etc.
Voilà. Et on a essayé, là c'est pareil, de le rendre opérationnel. Exemple d'attaque, vous avez la guideline 2.3 qui nous explique qu'il faut assister l'auteur lorsqu'on a un outil d'édition qui permet d'insérer du contenu non textuel. Il faut que cet outil d'édition permette à l'auteur de mettre les équivalents textuels. Okay. Donc là, c'est pareil, c'est très abstrait, c'est pas du tout défini. Donc c'est valable pour les images, c'est valable pour tout un tas de choses. Dans RGA-CMS, on en a fait un critère avec 2 tests. Un premier test qui permet de vérifier que effectivement toutes les fonctionnalités avancées d'édition de contenu non textuel donnent la possibilité à l'auteur de mettre un équivalent textuel. Donc j'ai une fonctionnalité d'insertion d'image, j'ai la fonctionnalité qui me permet de mettre une alternative aux images. Et puis le critère qui va avec, puisque c'est très souvent le cas dans un tag, on vérifie également qu'on n'a pas de restrictions. Par exemple, on peut avoir des restrictions liées à des profils d'utilisateurs. Je peux mettre des vidéos, mais si je ne suis pas contributeur plus, je ne peux pas mettre de sous-titres, ou je peux pas mettre de... Voilà. Okay. Donc ça va nous permettre, donc ATAG, va nous permettre de travailler du coup côté back sur les interfaces d'édition, sur les fonctionnalités, sur les systèmes d'aide, etc. C'est quelque chose de très technique et qui pose pas mal de problèmes. Les champions actuels d'attaque, c'est donc WordPress, puisque tu les as cités. Voilà, et puis des RTE, et les RTE s'intéressent beaucoup à Tag pour essayer qu'on les utilise. FCK Editor commence à faire des implémentations à Tag relativement intéressantes. Et puis enfin, on a une API magique qui s'appelle ARIA. Donc celle-là va impacter massivement les contextes applicatifs, aussi bien côté back sur l'interface qu'une application web complète. Elle va nous permettre de rendre tout ce qu'on va développer avec JavaScript, donc tout ce qui se base sur JavaScript, de le rendre accessible. Cette API va nous permettre de définir des rôles, des états, des propriétés. Elle va nous mettre à disposition des modèles de conception. Lorsqu'on veut faire une modale, c'est l'exemple que j'ai pris parce qu'il est plus simple à comprendre. On a un petit modèle qui nous dit ce que doit être une modale, quelles propriétés on a, comment elle doit réagir et comment elle doit se comporter. Et enfin, ça va nous permettre, on a tout un tas d'autres choses, puisque l'API est une méthode de surcharge. Donc avec Aria, on peut transformer tout en n'importe quoi. Je peux prendre un span et le transformer en lien. Je n'ai pas de problème à faire ça. Et donc ça va nous permettre de faire on va pas mal utiliser ça en technique de patch, soit en correction de framework JS, soit carrément en faisant du patch un peu sauvage, quand on n'a pas les moyens de changer le code HTML par exemple. Donc Aria va nous permettre de définir des composants d'interface et de structure lorsque vous faites à quelque chose qui ressemble à un système d'onglets. Donc j'active des onglets qui affichent des contenus sans rechargement de page. Eh bien, vous avez un modèle de conception qui s'appelle Tab Panel qui va vous permettre d'équiper tout ça, etc. Ça va nous permettre d'informer des états, des propriétés, des composants d'interface. Donc là, sans rentrer dans le détail, le navigateur va transmettre à l'API système toutes les propriétés d'un objet en cours de consultation. Ces propriétés sont stockées dans un truc qu'on appelle l'Accessible Tree. Et les devices, les technologies assistance récupèrent ces informations pour vocaliser et faire interagir. C'est assez spécifique au lecteur d'écran, néanmoins, c'est le règne des lecteurs d'écran. Voilà, donc si je prends un élément quelconque, je prends un div, c'est l'exemple qui est marqué, qui est illustré sur l'image. Je prends un div, je lui mets un rôle égal checkbox, je lui mets une propriété aria checked qui passe de true à false en fonction de l'état de la case à cocher. Je lui mets un tab index égale 0 pour le rendre accessible au clavier. Et avec JavaScript, quand mon utilisateur interagit dessus, je passe le aria checked à true ou false. Avec CSS, je change l'image, coché, pas coché, c'est OK, c'est bon. Je n'ai pas employé un type checkbox, je n'ai rien employé du tout. Ça sera retransmis tel quel dans l'Accessible Tree. Et pour le lecteur d'écran et l'utilisateur aveugle, il n'y aura absolument aucune différence. Okay. Ensuite, on va gérer les mises à jour de contenu dynamique. Tu en as parlé un petit peu. Hein, donc tous ces trucs qu'on fait libérer des allers-retours serveurs. Donc on clique sur un bouton, pouf, je fais apparaître quelque chose dans un coin. Comment je fais en sorte qu'un lecteur d'écran
soit informé de ça, j'ai une propriété particulière dans Aria qui s'appelle Aria Live. On va faire ça sur les chatbots. Chatbot, tu mets un Aria Live Polite sur tout le chatbot, ça c'est accessible. Quelques détails près. Voilà, donc ça va permettre de flaguer le lecteur d'écran pour lui dire, enfin c'est plutôt le navigateur qui va dire au lecteur d'écran, j'ai une zone qui a été mise à jour et on veut que tu la revocalises. Voilà. Et puis rendre les composants accessibles au clavier. Alors la difficulté d'Aria n'est pas dans les rôles, les états, les propriétés, tout ça c'est très trivial, c'est très simple à faire. Puis on est des bons devs JS, donc il n'y a aucun souci. On utilise des frameworks super, donc il n'y a pas de souci. La difficulté, c'est les comportements au clavier et les interactions au clavier qui sont extrêmement complexes. Sur un simple tap panel, vous avez 12 interactions clavier à gérer. Et vous devez le gérer intégralement. Donc vous prenez la main sur le clavier et vous baladez l'utilisateur là où il doit aller. Okay. Ça, c'est défini dans ce qu'on appelle des modèles de conception. Là, vous avez ici également les deux liens, un lien vers l'API et un lien vers un document extrêmement important qui est le guide de conception de ces composants. Je vais prendre juste un exemple parce qu'on n'a pas le temps, un exemple très simple. C'est la modale. Vous avez ici l'image de ce que doit être une modale. Donc une modale, c'est n'importe quoi. Ça peut être un span, ça peut être un div, ça peut être un paragraphe, peu importe. Ça ne peut pas être un élément interactif, on ne peut pas faire une modale avec un bouton, mais un div, un paragraphe, n'importe quoi, sur lequel on va mettre un rôle, on va déclarer que cet élément doit être restitué comme une fenêtre modale. Donc on met un attribut, rôle égale dialogue ou alerte dialogue, il n'y a pas de différence réelle entre les deux. Ensuite, on va devoir lui donner un nom. Donc on a une petite propriété qui s'appelle Aria Label ou une propriété de liaison qui s'appelle Aria Labeled by. Et donc avec l'une ou l'autre de ces propriétés, on lui donne un nom, par exemple connexion. Donc on a notre div, rôle dialogue, Aria Label connexion. Et c'est tout. Le modèle de conception s'arrête là. Ensuite, on n'a que du comportement et du comportement du composant lui-même et de l'interaction clavier. Le comportement du composant, il est très simple à comprendre. Lorsque la modale s'ouvre, je prends le focus, je balance le focus sur la modale, sur la modale elle-même ou sur un de ses éléments interactifs. Tant que la modale est affichée, je capture le focus, une technique de trapping focus, de façon à ce que mon utilisateur ne puisse interagir qu'avec le contenu de la modale. Et quand la modale est fermée, je redonne le focus sur l'élément qui a permis de l'ouvrir. Donc là c'est pareil, en JS c'est assez simple à faire. Et puis j'ai une interaction clavier extrêmement simple, la touche Escape, je surveille le clavier et la touche Escape doit fermer la modale. Voilà un modèle de conception, celui-là est très simple, et assez peu utilisé, mais très simple. On en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes, on peut faire des menus de commande, on peut réellement refaire des applications complètes en techno-web, ça a été fait pour ça. Voilà, on a des menus bars, on a du toolbar, on a même un modèle de conception, c'est Windows Splitter qui sépare l'écran en deux parties indépendantes l'une de l'autre, enfin, des choses comme ça. Tout ça est défini par des motifs de conception et donc on s'attend à ce que, évidemment, lorsque vous allez en faire, le moindre petit tooltip, on va voir le petit tooltip, le moindre petit tooltip doit correspondre à un motif de conception, à un modèle de conception pour que ce soit accessible. Okay. Les navigateurs ont implémenté Aria de manière tout à fait correcte, les lecteurs d'écran également. Donc si on fait correctement le job, c'est accessible. On va utiliser Aria pour patcher les frameworks JS. Donc on a parlé des frameworks JS, Angular, React, etc., etc., etc. Tous ces frameworks fournissent ou permettent de développer rapidement ou facilement des composants d'interface, des progress bars, des systèmes d'onglets. Ici, vous avez un tooltip React. Voilà. Donc très bien, mais ils ne sont pas forcément accessibles. Alors j'ai pris cet exemple-là qui est très simple à comprendre. Le tooltip React, il est parfait. Voilà, il lui manque un truc. Le tooltip doit se fermer avec la touche Escape. Pourquoi? Parce que j'ai des utilisateurs déficients visuels qui ne voient qu'une petite partie de l'écran, et si on leur affiche le tooltip, ils ne voient plus rien, parce qu'ils ne voient que le tooltip. Donc ils doivent pouvoir le fermer immédiatement par la touche Escape. Okay. Donc il y a eu un travail qui a été fait, qu'on a fait sur les bibliothèques JavaScript. Donc, enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est un des membres du groupement. On a pris les 4 plus grosses bibliothèques, à savoir jQuery, Angular, React sur Bootstrap, et puis une autre dont le nom m'échappe. On a été tester tous les composants, on a regardé s'ils étaient accessibles et on a publié
enfin mes collègues développeurs, ont publié les méthodes de correction. Vous avez ici sur cette diapo la méthode de correction pour le tooltip React. Okay. Ce travail-là, vous l'avez en ressources. Voilà, c'est mis à jour une fois par an, donc c'est très souvent en retard, hein, forcément, voire très très en retard, mais peu importe parce que en fait en réalité ça donne les indications. Donc si ça marche en copier-coller, vous copiez-coller les méthodes de surcharge, vous balancez ça dans vos scripts et puis ça marche, bah, tant mieux, sinon ça permet de savoir à peu près comment on va essayer de les corriger. Et lorsqu'on ne peut pas les corriger, on donne une méthode alternative qui permet de conserver l'accessibilité. Par exemple, si vous faites un date picker, vous n'êtes pas capable de le rendre accessible, il faut que l'utilisateur ait la possibilité de saisir la date à la main. Ça suffit. Aria va nous permettre également de patcher des mauvaises pratiques. Donc je vous en ai mis deux là qui sont constantes, voilà, auxquelles il faut faire attention. Alors la première, ça se voit pas beaucoup là sur les screenshots que j'ai fait. C'est cette maladie des développeurs de faire des boutons avec des liens. Un lien, c'est fait pour afficher une ressource, c'est pas fait pour faire un bouton. Vous avez ici un lien avec un joli href avec un JavaScript void, où devant on voit href égale dièse, qui permet d'afficher et de masquer une zone, tout bêtement et tout simplement. Alors pourquoi? Là c'est pareil, on est extrêmement, enfin on tape très très fort sur ce sujet-là, parce que si je suis aveugle, ce que moi je vais entendre c'est un lien qui va me dire par exemple afficher les actualités. Et en fait en réalité, ce que ça fait c'est que ça affiche une zone, et quand je reclique dessus ça la masque. Okay. Mais si c'est un lien et que c'est mal fait, ce qui est le cas ici, et du coup je vais cliquer sur le lien, il va rien se passer, donc soit c'est un lien qui ne marche pas, soit il y a quelque chose quelque part qui s'est ouvert, un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre, ou je ne sais quoi, et que parce que je ne vois pas la page, ben, je ne le sais pas. D'accord. Donc ici, on a un lien avec un A, avec un href qui sert à rien, et une jolie propriété ARIA, parce que les devs ont essayé de faire de l'ARIA, avec une propriété qui s'appelle ARIA Expanded, c'est pareil, c'est du switch, hein, true-false, qui permet de signaler que la zone contrôlée est ouverte ou masquée. Okay. Quand on est face à ça, soit on change le code HTML, on remplace le A par le button, on vire le href, on a terminé le job, soit on ne peut pas, parce que c'est généré, parce que ceci, parce que cela. Et à ce moment-là, on va utiliser ARIA, donc sur ce lien A href, on va mettre un rôle égal button, et c'est tout. On a une propriété supplémentaire qui s'appelle ARIA Control, qui stocke l'ID de la zone qui est contrôlée, mais c'est tout. Donc ça, on le fait, et très souvent, les patchs que l'on fait avec ARIA sont faits côté front. C'est de la surcharge. Autre exemple, des champs de formulaire sans label. Donc là, c'est pareil, hein, on fait des zones de saisie. Dans le langage HTML, on doit mettre des labels, on n'en met pas. Bon, ok. Et là, c'est pareil, si on ne peut pas éditer le code HTML, là ici, c'est un paragraphe qui contient un passage de texte et un input de type texte. Avec ARIA, on va faire une surcharge, on va lui mettre un ARIA label. Qui va reprendre le passage de texte de telle sorte que l'utilisateur de lecteur d'écran, qui lorsqu'il rencontre des éléments de formulaire, n'a accès qu'aux éléments de formulaire eux-mêmes, va pouvoir avoir l'information qu'on lui demande de saisir son nom. Donc c'est trois utilisations d'ARIA: définir des composants, équiper les composants, patcher, soit du code HTML, soit du composant quand on ne peut pas faire autrement. Alors je vais en terminer avec l'accessibilité des CMS. Donc il y a un joli avertissement hein, qu'on va lire tous ensemble. Donc rendre un CMS capable de produire des contenus accessibles, c'est complexe, c'est très complexe, c'est une course de fond. Voilà. Ça ne concerne pas simplement le RTE, il y a beaucoup de CMS qui disent ça y est, on est accessible parce qu'ils ont foutu FCK Editor dans l'interface. FCK Editor est un RTE particulièrement doué pour l'accessibilité, mais du coup ça c'est absolument pas, ça ne concerne pas que la zone d'édition, ça concerne l'ensemble de l'interface du CMS. Il faut travailler en profondeur sur l'interface, les fonctionnalités, les contenus générés automatiquement et les plugins. La grande problématique d'accessibilité des CMS maintenant, c'est les plugins contribués. Hein, voilà. Il faut également proposer des outils de test automatique et des aides aux contributeurs. Ça, c'est un truc central. Dans Atag, on a une recommandation qui nous dit que lorsque l'éditeur enregistre un contenu,
On doit le scanner automatiquement, récupérer toutes les erreurs automatiques, lui afficher un rapport, lui afficher des messages pédagogiques lui permettant de comprendre ce qu'il doit faire et lui fournir, si possible, des méthodes de correction sans être obligé de rééditer le contenu. Si vous voulez voir une implémentation attaque, vous en avez une qui est quasiment miraculeuse, elle est dans Office. À partir de 2010, ils ont un moteur de détection et d'accompagnement de l'accessibilité qui est une merveille. C'est une implémentation full attack. Vous corrigez l'accessibilité d'un document Office sans éditer le contenu, uniquement par de l'interaction, etc. Et puis, il faut faire très attention au wording. Je vais vous raconter le drame de l'insertion d'images sous SPIP. SPIP, si tu m'écoutes. Donc sous SPIP, quand on insère une image sur l'interface par défaut, on a le choix, on peut mettre un titre à l'image ou on peut mettre une description. Laquelle produit l'alternative? Naturellement, les gens utilisent description par défaut. Manque de bol, description, mais une légende en dessous de l'image. Bon, ils retirent la description. Ils essayent quand même, ils sont pleins de bonne volonté, ils foutent le title. Le titre, voilà. Manque de bol, le titre produit une alternative. Oui, mais peut-être au cas où, pas forcément tout le temps. Voilà. Et si vous voulez faire une alternative d'image sous SPIP, vous êtes obligé d'utiliser du code manuel, enfin le métalangage de SPIP. Il faut faire très attention au wording. Une alternative d'image, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait alternative dedans, équivalent textuel, alternative de l'image, mais ni titre, ni description, ni je ne sais quoi, etc. Il y a un très gros travail sur le wording qui est extrêmement important. On a des gens qui travaillent beaucoup sur les interfaces et qui ruinent tous leurs efforts parce qu'ils vont pas mettre, voilà, ils vont mettre description parce que, bon, allez, on décrit l'image. Et, voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est foutu. Alors, l'accessibilité des CMS, l'outillage, comme vous l'avez vu, parce que je vous ai les présentés, on aura besoin de WCAG, on aura besoin de WCAG ou RGA, de ATAG ou RGA CMS, et d'ARIA. On aura également besoin d'un plan d'amélioration, je devrais dire amélioration continue, mais d'amélioration sans jamais de fin. Voilà, donc continue. Assez rigoureux, raisonnable et priorisé. Lorsqu'on va commencer à s'attaquer à l'accessibilité d'un CMS, il va falloir prioriser. Il ne faut pas y aller et essayer de tout faire en même temps. On va s'intéresser à ce qui... on va aller de l'utilisateur le plus néophyte vers l'utilisateur le plus doué et pas l'inverse. C'est souvent l'inverse qui est fait et c'est dommage. Ce qu'on veut, c'est que le contributeur qui connaît rien à HTML soit capable de produire un minimum d'accessibilité. Donc effectivement, on va commencer par le RTE, on va commencer par ceci, on va commencer par des choses comme ça. Et puis après, on va complexifier au fur et à mesure. Quand je dis raisonnable, là, voilà, faut pas. WordPress, c'est 10 ans de travail avec un CADOR. Ils ont un CADOR chez WordPress en Access. Un top 10. 10 ans de boulot pour arriver à ce sur quoi ils sont arrivés, qui est plutôt pas mal. Effectivement, WordPress est à l'heure actuelle le CMS qui permet à des contributeurs néophytes de produire des contenus accessibles plus facilement. Voilà. Le scope de l'outillage WCAG et RGA ou le référentiel RGA, on va l'utiliser pour vérifier que les contenus produits, les contenus générés, on est côté front, les contenus générés sont accessibles. Donc on fait une petite fonctionnalité qui génère automatiquement un formulaire de contact. On va aller chercher RGA, on va regarder la thématique formulaire, on passe à thématique formulaire. Si on est tout bon, on n'a rien à faire, sinon il va falloir améliorer. ATAG et RGA CMS vont nous servir à accompagner la mise en accessibilité de l'interface elle-même et de toutes les fonctionnalités de production et d'édition des contenus. Vous ne pourrez pas le faire tout seul, vous aurez besoin de gens très spécialisés pour faire ça. C'est un domaine qui est vraiment très compliqué, très difficile. J'ai les cartes de visite si ça vous intéresse. Mais moi je le fais pas, j'aime pas ça. Donc voilà, ARIA on va l'utiliser pour tout le reste, c'est-à-dire les composants d'interface, les composants d'interface de l'interface et les composants d'interface que l'on va produire dans le contenu évidemment, et on va l'utiliser aussi pour patcher, on fait souvent ça encore à l'heure actuelle, pour patcher un plugin qui est très utilisé, qui fait une petite fonctionnalité d'inscription automatique à la newsletter. Il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de label sur le champ de saisie, c'est dommage. Donc on va utiliser ARIA pour aller patcher ça. Mais on le fera côté client. Voilà, c'est du truc côté client.
Voilà l'outillage qu'il va falloir faire. Donc, faut travailler avec tout, hein, WCAG, RGA, ATAG et référentiel CMS et ARIA. Ok. Voilà, je ne sais pas du tout si j'ai explosé le temps ou pas, parce que j'ai l'habitude d'exploser le temps. Je vais juste terminer en vous disant que autour d'RGA, vous avez un ensemble de ressources absolument incroyables. Voilà, on en a une trentaine. Vous en avez sur tous les slides là, on a des guides, on a des etc., etc. Je vous en ai mis quelques-unes ici sur ce slide, le guide du développeur pour savoir comment on va utiliser, on va développer accessible avec ARIA et JavaScript. Les bibliothèques JavaScript, donc ces fameux tests de composants fournis par les bibliothèques avec les méthodes de patch et de correction. On a un petit assistant RGA, c'est une barre d'outils qui se greffe sur le navigateur qui permet de faire les tests, donc, ou en tout cas d'accompagner les tests. Un guide des lecteurs d'écran très très intéressant, comment on fait pour s'assurer qu'un composant qu'on a développé fonctionne avec les 3 lecteurs d'écran majeurs du marché, à savoir JAWS, NVDA et VoiceOver. Vous allez sur le guide des lecteurs d'écran, vous suivez, si vous répondez oui à toutes les questions, vous avez bon. Le guide des impacts utilisateurs, là c'est quelque chose qu'on va utiliser, c'est un peu moins pour vous, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser pour prioriser, en tout cas arbitrer. Quand on a plein de problèmes d'accessibilité, il faut commencer à résoudre les plus impactants. Donc c'est dans le guide des impacts utilisateurs. Il y a un petit combo de tests ARIA basé sur Mocha pour faire de la validation en intégration continue de composants ARIA. Et puis je vous ai mis l'adresse d'une série d'articles qui s'appelle Kit de survie du développeur ARIA, qui vous donnera une petite idée un peu plus précise que ce que j'ai pu le faire ici, aussi rapidement, de ce que c'est ARIA. Okay. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Si j'ai encore un message, paraît clair. Voilà, si vous voulez faire de l'accessibilité, il faut vous former. On peut très bien prendre RGA, prendre les ressources, prendre tout ça, et puis passer de longues semaines à s'auto-former. Ensuite, on produit notre petit truc, et puis quand on appelle des gens comme moi, nous on arrive et puis on dit bah non, c'est pas bon. C'est un domaine, encore je le répète, de technicité quasi zéro, quoi. La complexité ne vient pas de la technicité, elle vient de l'expérience. Et l'expérience se transfère, ne se transmet que par la formation. Ce sont pas des formations très légères, il nous faut 3 jours pour former un développeur. En 3 jours, vous savez tout. Vous ne connaissez pas grand-chose, mais vous avez tout vu, vous avez un petit peu manipulé, vous savez où trouver l'information. Voilà. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et cette fois-ci, j'ai fini.